Bonjour à tous, bonjour les cinéphiles, bienvenue dans cette vidéo qui va être donc une critique en mode poussiéreuse. Comme vous le voyez, je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis accompagné de Cinéma Rolda, quelqu'un que vous connaissez sur le chat et non sur le Discord parce qu'il arrive jamais à se connecter. Aujourd'hui, il a fait un effort surhumain pour essayer de se connecter, vous imaginez même pas. Donc, Cinéma Rolda, salut à toi, présente-toi vite fait. Salut, salut mon père, merci de l'invitation, ça fait plaisir. Merci de la proposition. Et on va parler d'un film que t'aimes un tout petit peu, je crois, puisqu'on va parler d'un certain Ouais. Hit réalisé par Michael Mann. Ouais, mais alors un peu, pas beaucoup, juste un peu. Juste un tout petit peu. Alors, Hit, c'est un film de quelle année? 1995. D'accord. Et quels sont les acteurs que l'on trouve dans ce film? Alors il y a en tête d'affiche Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, et après on peut retrouver aussi Tom Sizemore, Kate Hudson, William Fichtner, je sais pas comment il s'appelle, et Danny Trejo, et John Voight. Voilà, donc comme je vous ai dit, il a l'air de connaître le film, hein. Il vous dit ça comme ça à deux têtes. Un peu, ouais. Tout à fait. Et donc, le film est réalisé par Michael Mann. Michael Mann, c'est qui? C'est quoi? Tu sais qui c'est? Tu peux nous en dire un petit mot dessus? Alors il a fait le premier film Hannibal Lecter, s'appelait Sixième Sens, je crois. Après, il a fait aussi, en fait, pendant 10 ans, il voulait faire le film Hit, mais faute de moyens, il a fait un film qui s'appelle LA Takedown, sorti en 89. Il faut savoir que justement, Michael Mann, en fait, il a commencé, on va dire, à la télévision. C'est là où il s'est fait connaître, entre autres avec la série Deux flics à Miami, donc Miami Vice. Il a fait d'autres projets pour la télévision. Et à l'époque, justement, il avait prévu de faire un film Hit, duquel il avait donc un scénario. Et faute de moyens, il l'a d'abord adapté, comme tu as dit, à la télévision, donc pour la NBC, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle donc LA Takedown. Et donc, son ambition première, c'était de faire Hit. Donc, on peut pas dire de Hit que c'est un remake du téléfilm, hein, d'une certaine manière, même si beaucoup disent ça. Pour la simple et bonne raison que, justement, son objectif c'était de faire Hit, et pour la télévision, il a dû enlever des pages. Il a dit lui-même qu'il a dû enlever à peu près une centaine de pages. Faut dire que Hit, c'est un film qui fait environ 3 heures, il fait 2h50, et LA Takedown, il fait 1h30, quoi. Donc, c'est vraiment une version, on va dire, light du film, et on peut donc dire que Hit, c'est la vraie vision qu'il avait à ce moment-là, qu'il n'a pas pu concrétiser. Alors, LA Takedown, je sais que tu l'as vu, toi, il y a longtemps, moi je l'ai vu pour cette vidéo, donc on peut juste... J'ai vu qu'une seule fois. Ouais, bah moi aussi, hein, je te rassure. On peut en toucher un tout petit mot rapide. Tout d'abord, comme on a dit que c'est une version light, hein, il y a vraiment beaucoup de choses en moins, mais les grosses scènes sont quand même présentes. Disons que la principale différence, c'est la fin du film, je sais pas si tu t'en souviens. Et il ne s'en souvient pas. Donc, oui, si jamais cette vidéo va être spoilée sur Hit aussi. Hein. Donc, tout le monde connaît la fin de Hit, là, tout de suite, je reviens pas dessus. La fin de LA Takedown, en fait, lorsque le personnage Neil, qui s'appelle Patrick, je crois, dans LA Takedown, il va voir donc le psychopathe de la bande qui les a trahis. En fait, il se fait tuer par cette personne-là, parce qu'en fait, il y a son attention qui est détournée par le personnage de Vincent Hanna. Son attention est détournée, et il se fait tirer dessus, et en fait, il meurt là, à ce moment-là. Donc, il n'y a pas toute la scène qui suit après, à l'aéroport et tout ça. Donc, c'est une fin qui est un petit peu plus rapide, qui pour moi est un petit peu moins bonne, je dirais, parce que... Elle casse justement la confrontation entre les deux hommes qui est quand même le centre du film. Même si tu te rappelles plus de cette fin, mon cher Cinéma Rolda, comment tu comparerais cette fin par rapport à celle du film? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'elle te paraîtrait meilleure, moins bonne? Non, sans tout le film entier, Hit, il surpasse les takedowns, quoi. Le sens du takedown. Ouais, mais bon, il faut pas oublier que l'autre c'est un téléfilm, hein. Je veux dire, faut aussi remettre les choses dans son contexte, hein. Ouais. Je veux dire, oui, c'est pas aussi bien réalisé, on voit clairement que le format de l'image est pas pareil, et dans le film, il en profite pour étirer les choses aussi étirer dans le positionnement du cadre, je veux dire, les personnages, au lieu de les entasser, il les espace et tout ça. Ça, c'est logique, mais je parle scénaristiquement, dans l'idée. Déjà dans Hit, il fait deux fois plus de temps il peut développer plus les personnages, quoi. Ouais, mais je te parle de la fin, il faut écouter. Ouais. Je préfère quand même celle de Hit. Ouais, moi je pense qu'elle est plus logique, disons les choses comme elles sont. Michael Mann, donc, comme on a dit, il a fait ce LA Takedown. Il faut quand même rappeler que le monsieur en matière de cinéma, c'est pas n'importe qui, hein, c'est quand même un gars qui a fait des polars qui sont restés, entre autres Hit, qui est son grand polar, mais il a aussi fait un film comme, par exemple, Collateral, avec Tom Cruise, par exemple, qui est quand même un sacré bon film. Il a fait la version cinéma de Miami Vice, donc Deux flics à Miami, et ensuite, je crois que ça a commencé un petit peu à capoter, hein, même quand il a fait Public Enemy, je crois que le succès n'a pas été totalement au rendez-vous, et donc il est retourné à la télévision, ce qui est un petit peu dommage pour nous, je trouve. Il a fait aussi Hacker avec Chris Hemsworth, qui n'était pas top.
Le film, il est, en tout cas chez moi, je crois qu'il était même pas sorti au cinéma ou un truc comme ça, il est passé un peu sous les radars, malgré que ce soit Michael Mann, tu vois, c'est un peu surprenant, on va dire. Mais après, le fait, quand on voit la scène d'intro, où on voit tous les câbles optiques qui passent, machin, enfin, quand le mec, la caméra qui passe sous les fils, catata, pour se connecter à Internet, c'est vachement bien fait. Mais sinon, le film en lui-même, il est assez... Alors, petite question, pourquoi est-ce que ce film s'appelle Heat? Ça veut dire quoi, Je Heat? sais pas. C'est tension, je crois, non? En fait, Tension, ça veut dire... c'est chaleur, mais dans le sens tension. En réalité, c'est un mot qui est utilisé, tu sais, dans la fameuse phrase du film, si tu ne peux pas quitter, enfin, si tu ne peux pas t'attacher à quelque chose que tu peux quitter en 30 secondes, je te laisse la citer, vas-y. Tu ne peux pas t'attacher à quoi que ce soit si tu vois les flics débarquer dans le coin en 30 secondes montre à main. Voilà, il faut que tu sois capable de t'en détacher en 30 secondes. Et en fait, quand il dit le coup du flic, c'est quand tu sens le heat venir, tu vois. C'est-à-dire quand tu sens la chaleur monter, quand tu sens, si tu veux, la tension un peu comme tu as dit. C'est-à-dire quand tu sens que ça va mal aller. C'est de là que ça vient, le titre du film. Donc le titre du film va dans ce sens-là, déjà. Ce qui est déjà intéressant parce que ça indique de quoi va réellement parler le film. Parce que avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on essaye de définir le style, le type de film, quel genre, à quel genre il appartient. Est-ce que c'est un polar? Oui, c'est un polar. Pour moi, c'est un polar, oui, clairement. Ah bah oui, c'est clairement un polar, ça y a pas de discussion là-dessus, il y a des flics, il y a des gangsters, on se court derrière, c'est un polar. Est-ce que c'est un film d'action? Il y a quelques scènes d'action, mais je sais pas, je dirais pas ça comme ça. Il y a 3 petites fusillades dans un film de 3 heures, pour appeler ça un film d'action, je trouve que c'est un peu limité, hein, on va dire. Pour moi, c'est pas du tout un film d'action. C'est pas parce que ça se tire dessus une ou deux fois que ça en fait un film d'action. Il y a des scènes d'action, on va revenir là-dessus, évidemment, mais c'est pas, pour moi, c'est pas clair, enfin, c'est pas un film d'action, c'est assez clair là-dessus. Pour moi, le film, et tu vas me dire si t'es d'accord avec moi, c'est avant tout un drame. Oui, je suis d'accord. D'accord, pas trop rapidement. C'est avant tout un drame. Et en fait, c'est un film assez pessimiste et assez sombre. Et peut-être même que là derrière, il y a une espèce de critique sociale. Qu'est-ce que tu en penses, si je te dis ça comme ça, sans rajouter de détails? Je suis d'accord avec toi. Je ne peux que être d'accord avec toi. Évidemment que tu ne peux que être d'accord avec moi, c'est ma chaîne. Hein. Donc je propose qu'on attaque ce qui est réellement le centre du film, dans un premier temps, c'est la dualité entre ces deux personnages principaux. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est même Michael Mann lui-même qui l'a reprécisé, même si ça se voyait, c'est évident, mais bon, que l'auteur te le redise pour si jamais t'avais pas compris. Parce qu'en fait, Heat, c'est un film qui a influencé beaucoup de films par la suite, déjà dans son style, c'est-à-dire ce côté polar urbain hyper réaliste, mais aussi il a créé, on va dire, une sorte de genre qui existait déjà d'une certaine manière, mais qui est le film d'opposition, c'est-à-dire des oppositions qui sont finalement pas si opposées que ça, mais plutôt où ça se rapproche. Évidemment, le film principal que j'ai en tête, c'est un film de Hong Kong, évidemment, parce que tout le monde me connaît, donc je pense à Infernal Affairs, qui reprend un peu cette idée-là, même si c'est pas la même optique qui gardait. Infernal Affairs, c'est le bien, le mal, tandis que là, c'est pas vraiment une question de bien et de mal. Justement, la notion de bien et de mal est finalement assez peu présente dans le film. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette notion de bien et de mal ? Juste une petite parenthèse, Infernal Affairs, je crois que c'est le film qui a remaké Martin Scorsese pour Les Infiltrés, c'est ça? Ouais, mais ça, on n'a pas besoin de le dire, le film existe très bien tout seul comme ça. Ah, d'accord. Alors, on n'est pas une chaîne d'incultes ici, quand même, hein. J'avais un doute. Non, mais t'as raison de préciser, je plaisante. Non, après, la frontière entre le bien et le mal, elle est limite et on ne sait pas comment définir les personnages. Tu dis pas qui est le méchant, qui est le gentil. Et on peut s'identifier parfois au personnage. Ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à pas cerner justement le bien et le mal, et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à s'identifier à ces personnages qui pourraient être méchants ou mauvais? Déjà, le traitement des personnages. Oui, mais quoi la donc façon dont ils sont traités. Tout ce qui leur arrive après par la suite. Leur arriver. Alors, moi, je vais me permettre, tu me dis si t'es d'accord ou pas, je pense qu'il y a surtout en fait plusieurs choses. Tout d'abord, de base, les flics sont les gentils, et les gangsters sont les méchants. C'est un principe de base. Là-dessus, normalement, c'est socialement admis, et c'est comme ça. Sauf que le film fait très attention à nous montrer déjà que le personnage de Robert De Niro en lui-même, c'est un de ces gangsters un peu chevaleresques. Alors certes, ils volent les gens, mais tu remarqueras que tous ceux qui volent, c'est jamais des gens du peuple. Même lors du braquage de la banque, il y a la fameuse phrase « Ne risquez pas votre vie, etc. De toute façon, votre argent est assuré, vous n'allez rien perdre. On ne vole que l'argent de la banque. Donc on ne vole pas le vôtre, on vole l'argent des autres. » Donc déjà, il n'est pas forcément montré comme étant vraiment méchant. D'ailleurs, on le voit que c'est quelqu'un qui essaye d'éviter les meurtres inutiles, la violence inutile et tout ça. Donc il est déjà montré comme une espèce de Robin des Bois moderne,
la distribution aux pauvres en moins. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Est-ce que tu es Ouais. d'accord là-dessus? Ouais, ça fait gentleman cambrioleur, quoi, presque. Ouais, c'est ça, c'est Ils exactement arrivent en ça. costard, machin, ils sont bien habillés, tranquilles, ils repèrent les lieux. Voilà. C'est exactement ça. Ensuite, il y a aussi un côté qui a été un peu repris, je pense, même si je ne sais pas si c'est repris directement de ce film, évidemment, mais dans Fast and Furious, c'est-à-dire l'aspect famille. On voit que ce clan, c'est une famille. C'est pas juste des malfrats, tu sais, comme dans beaucoup de films des années 80, 90, où le chef des méchants, à un moment donné, il flingue un de ses coéquipiers en mode c'est la dernière fois que vous échouez, tu vois, ou des trucs comme ça. Tu vois. C'est une famille, c'est un groupe, ils doivent se soutenir les uns les autres et tout ça. Et qui plus est, en plus de ça, il y a en effet toutes les histoires de famille qu'ils ont, c'est-à-dire leur relation amoureuse, qui est présentée là-dedans pour humaniser finalement ces personnages. On reviendra après sur les relations amoureuses, parce que c'est un peu l'un des points centraux du film, mais il y a aussi ces relations amoureuses-là. Qu'est-ce que t'en penses? Mais mis à part Wayne Huro, tout le groupe, ils se connaissent depuis longtemps. Et puis comment il s'appelle, le personnage de Val Kilmer et je me rappelle plus son nom, Chris. et Kate Hudson, ils se disputent. Chris Cherito, ouais. Quand ils se disputent, De Niro il prend sa défense et il engueule presque sa femme, quoi. Ouais, bon, après, c'est aussi intéressant parce qu'il y a ce côté très professionnel où il sait que si ça va pas, si son partenaire de travail ça va pas parce qu'il a des problèmes de concentration et tout ça, ça peut jouer des tours à toute l'équipe, tu vois. Donc il y a ce côté très leader d'équipe dans le personnage de Niro. Et c'est un chef, tu vois, mais c'est un chef charismatique, tu vois, c'est un bon chef, tu vois ce que je veux dire. C'est pas un chef tyrannique. Après, pour moi, il est la définition de la classe dans ce film, quoi. Il n'y a pas à chier. Et c'est là que tu tombes dans le piège. Merci. T'es tombé dans le piège, c'est exactement ce que je voulais. On en parlera un petit peu après. Mais justement, c'est exactement ça. En plus, il a la classe dans le film. C'est un personnage qui est classe, qui est élégant. C'est pas un type qui ressemble à un bouseux. T'as envie de l'aimer je veux dire, à l'écran. Il a quelque chose à l'écran qui te plaît. Il a un côté charismatique. Et on reviendra là-dessus parce que je pense que ça fait partie de la critique du film, en fait. Le but, c'est de te faire aimer ce personnage pour te contredire derrière. Mais on verra ça après. Et maintenant, on va aller du côté d'Al Pacino. Donc, comme on l'a dit de base, c'est le flic, c'est le gentil. Non, normalement, ça devrait être nickel. Non, c'est lui le gentil. Il doit arrêter les méchants, même si ces méchants sont peut-être pas les plus méchants, ça reste quand même des méchants. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, en fait, dans le film? Eh ben, il nous montre déjà d'entrée de jeu, la première scène où on le voit qu'il est en train de faire l'amour à sa femme. On se dit, fantastique, hein, c'est cool. Et scène d'après, on voit qu'avec sa femme, c'est peut-être pas au top, que sa belle-fille, ça a l'air de gueuler un petit peu et tout ça. Et donc, on nous montre que sa vie, en gros, sa vie personnelle est un fiasco, pour être simple. Tout ce qui touche à sa vie personnelle est un fiasco. Là où celui de Robert De Niro, justement, il rencontre l'amour et tout ça, ça a l'air d'être positif. Ouais, mais en même temps, ça les rapproche. C'est deux choses qui les rapprochent, ça aussi. Le fait que leurs vies sentimentales sont pas ouf. Al Pacino, son troisième mariage, sa belle-fille, bon, il aime bien, mais bon, son père, il se dit comme un connard. Voilà, il n'arrive pas trop à gérer ça. Et De Niro, lui, il ment sa femme en disant qu'il est représentant de commerce. Ouais, tout à fait. Et donc Al Pacino, on voit aussi que c'est un chef d'équipe, comme le personnage de Niro. Lui aussi, c'est le chef de son... dans ce cas-là, de la police, tu vois, mais c'est lui aussi un chef qui est là, qui contrôle un peu tout. Et surtout, ce qui les rapproche tous les deux, on l'a dit tout à l'heure, c'est que ce sont des professionnels, ce sont des maîtres dans leur profession. C'est-à-dire, c'est pas juste un petit flic qui fait la circulation et un petit voleur, ce sont des experts dans le milieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est le meilleur dans la catégorie, ça veut rien faire d'autre. Ils ne veulent rien faire d'autre. Ils veulent rien faire d'autre. Voilà, ça on en parlera un tout petit peu après, mais c'est ça. Il n'y a qu'à voir la scène du braquage, fantastiquement mise en scène, on sent le côté pro, où tout est millimétré, tout est bien fait. Et ensuite, quand le personnage d'Al Pacino arrive sur les lieux du crime, lui aussi il arrive, il est super pro, toi tu fais ci, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a là, bam bam bam. On voit que les mecs ils sont dans leur élément, ce sont des poissons dans l'eau, c'est le cas de le dire. Oui. Et la scène du braquage, je rajouterai avec la musique de Brian Eno, Parker, qui envoie du bois. Ouais. Et donc là, on a déjà ce qui les rapproche, et finalement, on se rend compte qu'ils sont pareils, c'est-à-dire ce sont des êtres humains qui sont à fond dans leur boulot, professionnels dans leur boulot, tellement à fond dans leur boulot que leurs histoires d'amour sont un peu compliquées, tellement dans leur boulot que leur vie autre que celle-là est un peu compliquée, parce que je tiens quand même à préciser que du coup, le personnage de Robert De Niro, par exemple, il a son appartement qui est vide, hein, il a plein de meubles, il a à peine...
deux assiettes et deux verres qui se courent derrière, les relations amoureuses c'est compliqué et tout ça, et Al Pacino, bah, il est tellement en train de courir derrière les gangsters que sa vie personnelle est un fiasco. Donc il y a tout ça qui les rapproche, et donc on nous montre que la différence, elle est plus que minime, c'est la même chose, l'un comme l'autre. La même chose, sauf qu'ils font des métiers opposés, quoi. Voilà, c'est en fait, ils sont ennemis, mais en gros, on va faire simple, c'est deux équipes de foot qui jouent l'une contre l'autre. Les deux sont footballeurs, les deux font la même chose, mais si on a un qui gagne, il y a l'autre qui perd. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et pour revenir encore un petit peu sur le personnage de Robert De Niro, il faut aussi montrer que dans son équipe, il y a donc des personnages secondaires, comme tu as dit tout à l'heure, le film se permet de développer les personnages secondaires, et il nous montre aussi des gangsters un peu moins glorieux. Par exemple, il nous montre, comment il s'appelle, Waingro, qui lui, c'est le psychopathe, hein. Je rappelle quand même que c'est le mec qui tue les gens de sang-froid, qui après va tuer une prostituée et tout ça. Donc on nous montre qu'il y a le connard fini, et on nous montre que De Niro n'est pas d'accord avec ce connard fini. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même niveau, ce qui le rend plus professionnel, plus classe, et aussi plus acceptable pour le public. Mais on a aussi un autre personnage qui est intéressant. Alors l'acteur qui l'interprète, je sais pas son nom, mais c'est celui qui faisait le président Palmer dans 24 heures chrono, je me souviens, qui lui... Denis Iceberg. Denis Iceberg. Voilà, et il connaît tout, hein. Il connaît tout. Qui lui, par contre, il représente quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, on peut pas quitter le milieu. C'est un gars qui a fait la prison, qui sort de la prison, qui essaye de travailler dans autre chose, et il a un boulot de merde, on le traite comme de la merde, etc., etc., il n'en peut plus, il est au bout du rouleau. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il retombe dans le banditisme parce que bah, ça rapporte de l'argent et tout ça. Donc il y a non seulement le fait que les gars, autant Pacino que Robert De Niro, sont des professionnels qui sont très heureux de faire ce qu'ils font, mais il y a aussi le fait, en tout cas montré de ce côté-là, qu'ils ne peuvent pas faire autre chose que faire ce qu'ils font parce que on ne peut pas sortir. On est prisonnier finalement de, on va dire, de notre métier dans ce cas-là. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et c'est De Niro quand il dit aussi à chauffeur, il dit je t'attends dans 10 minutes. Et il met même pas la moitié du temps pour se décider, quoi. Décision. Il laisse tout tomber, il rejoint l'équipe. Ouais. Parce que la tentation est... Parce que justement, ouais, il y a la voie, on va dire, de la facilité, et puis l'autre, finalement, c'est une très mauvaise voie. Enfin, c'est une très mauvaise voie, c'est une voie très difficile, dans laquelle les gens ne sont pas respectés, donc on n'arrive pas à quitter le milieu. On revient toujours à ce milieu. C'est ça. Et je reviens sur une phrase que tu as dit tout à l'heure, tu as dit « ils ne veulent pas quitter leur métier ». Et c'est ça qui est beau dans le film, c'est qu'en fait, ils sont fiers de faire ce qu'ils font. On sent que c'est là où ils sont contents, mais paradoxalement, c'est aussi le fait de faire ce boulot qui détruit leur vie. Donc en fait, les gars, ils se persuadent eux-mêmes que ce qu'ils font, c'est bien, que c'est ça qu'il faut faire, et paradoxalement, ça les détruit. Et là où ça devient encore plus intéressant et que peut-être on atteint la critique sociale, c'est que ça veut dire qu'on a un spectre, le gangster et le policier, et que dans ce spectre-là, où que tu sois entre l'un et l'autre, même le psychopathe ou justement le gangster qui n'arrive pas à quitter le milieu, où que tu sois dans ce spectre, en fait, t'es malheureux du début à la fin. C'est ça. Le bonheur est impossible pour ce genre de vie. Ouais, mais pas que pour ce genre de vie, peut-être que ça va plus loin en fait. Oui. Est-ce qu'il n'est pas en train de nous dire que finalement, toute personne qui travaille trop délaisse d'autres aspects ? Si tu passes trop de temps au travail, tu peux pas t'occuper de ta famille et des gens qui sont autour de toi. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas une critique du coup là-dedans du capitalisme ? Parce que si tu regardes la femme de Chris, elle a une maison avec piscine et tout ça, ça a l'air trop cool, non, au début. Tu vois, même De Niro, il a vu sur la mer, c'est fantastique et tout, tu vois, tu dis, ah. Et en fait, tout ça, ça mène à rien. Tu vois, Pacino, il a une femme, il a des enfants, enfin bon, pas indirectement, mais tu vois ce que je veux dire, il est chef de la police, il devrait avoir un truc nickel, tu vois. Et en fait, non, c'est la merde aussi. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de nous dire que on n'est peut-être pas dans le bon milieu, qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre société ? Ouais, et aussi que les biens qu'ils possèdent, c'est pas... Voilà, quoi. Ils doivent tout laisser, ils doivent tout laisser en plan, c'est jamais... Mais je sais pas ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire, le truc des 30 secondes, c'est de ça que tu es en train de parler. Mais ce que je veux dire par là, est-ce que tu penses pas qu'on peut interpréter, peut-être surinterpréter le film de manière plus profonde, et dire que là-dedans, en fait, il est en train de dire qu'il y a un manque d'humanité dans notre vie, dans notre société ? Ça, une surconsommation de travail amène à la dégradation des liens familiaux et sociaux.
mais aussi finalement que le fait de posséder un bien matériel, c'est une bonne chose, mais que ce n'est peut-être pas le but ultime de la vie, tu vois ce que je veux dire? Puisque, comme on l'a dit, la femme de Chris et tout ça. Oui, après là, j'ai pas d'argument pour développer, mais je suis d'accord avec toi. D'accord. Est-ce que tu savais au passage que pour préparer les personnages, les acteurs, donc les flics, ils sont allés voir des vrais flics, ils ont eu des entretiens avec des vrais flics, ils ont discuté tout ça, et les gangsters, eux, ils sont allés en prison pour parler avec des anciens gangsters, pour justement poser des questions, préparer leur rôle et tout ça. Dans De Niro, ouais. Mais est-ce que tu savais Oui. que la femme de Chris, elle a parlé avec des anciennes prostituées et des danseuses, Ça, je des sais pas. stripteaseuses, quoi, on va parler en français. Ouais. Non, je savais pas, ouais. Ce qui voudrait peut-être dire qu'en fait, la femme de Chris, même si c'est pas dans le scénario, enfin dans le film, ça aurait été une ancienne prostituée ou une ancienne stripteaseuse. Ce qui peut donner de C'est pas. l'épaisseur au personnage. Je connaissais pas cette info. Et là, encore une fois, on aurait le fait de vouloir quitter son milieu, tu vois, quelqu'un qui veut quitter son milieu, tu vois, mais tu vois, on aurait toute cette question qui se pose, tu vois. Après, il y a celui qui joue, enfin, celui qui a été l'inspiration de Vincent Anna, c'est Chuck Adamson, Ouais. et il a été le conseiller d'Al Pacino et de l'équipe du film en général. Ouais. Parce que c'est lui qui a arrêté Neil McCauley en fait. Alors, pas Le tout vrai. à fait. En fait, pas tout à fait. Ah, En fait, Chuck Adamson, comme tu dis, c'était un producteur de télévision qui a été policier avant. Et en fait, il a parlé avec Michael Mann, justement, lorsqu'ils étaient à la télévision, et puis il leur a raconté une anecdote qu'une fois, en se rendant à la teinturerie, il a croisé justement un gangster. Donc justement le Neil, le pas gentil. Et il lui a proposé d'aller boire un café. Et donc ils sont allés, ils ont bu un café, puis là justement ils se sont rendus compte que finalement ils étaient plus proches que prévu, etc. etc. Mais que bon, même s'il avait de l'admiration pour lui, il savait que le mec en face c'était quand même un gangster, un truand qui peut tuer des gens comme ça. Et en fait un jour il y a eu un braquage, et donc on a appelé Chuck Adamson qui s'est rendu sur place, et en fait il est tombé face à ce gangster qui a essayé de lui tirer dessus, il a raté son coup et puis lui il l'a flingué. Donc en fait, je savais pas. c'est cette anecdote-là qui a été... Ouais. C'est cette anecdote-là qui a été racontée à Michael Mann et qui lui a inspiré le film. Et si tu regardes LA Takedown, dans LA Takedown, ils se croisent en effet à la sortie de la teinturerie. Il y a le flic Vincent Anna qui sort de la teinturerie et puis qui voit le gangster en face. D'accord, c'était un clin d'œil à la vraie histoire. Voilà, bah, de toute façon, il est parti de cette vraie histoire pour créer son scénario, tu vois. Et c'est là que c'est intéressant. Mais je connaissais pas la vraie version, quoi. Ah bah voilà. Je savais que c'était lui qui avait. Voilà. Maintenant tu sais, nanana. Et il y a aussi un truc qu'on peut dire aussi vite fait sur le choix des acteurs, la dualité, la différence, la ressemblance entre les deux personnages, c'est que le fait d'avoir pris Al Pacino et Robert De Niro, ça aide à faire cette opposition, on va dire, parce que c'est le fait de prendre deux acteurs célèbres qui s'étaient déjà croisés dans un petit film, comment il s'appelait déjà, le Parrain, je crois, non, c'est ça, Parrain 2, non Parrain 2, ouais. Ouais, un truc du genre. Parrain 2. Ouais, le cousin, enfin un truc de la famille, là. Bon, je plaisante, évidemment. Le fait de prendre ces deux acteurs aide justement à créer cette espèce de duel psychologique déjà dans la tête du spectateur, rien que sur l'affiche, d'une certaine manière. Ça. Et de toute façon, que ce soit De Niro ou Pacino, les deux, ils ont toujours été indissociables, que ce soit leur carrière, leur jeu d'acteur, leur choix de carrière aussi. Enfin, ils ont toujours été comparés et comment on appelle ça, l'inverse de comparer, comment on appelle ça. Différencier. Ouais. Différencier, voilà. On a toujours essayé de les différencier, de les comparer au rôle et voilà. Et leur jeu d'acteur. Mhm. Donc ouais, justement, ça rajoute un petit élément que si tu regardes LA Takedown, bah, ça fonctionne un petit peu moins, parce que déjà les acteurs, bon moi peut-être qu'ils sont très bien, hein, mais je les connais moins, et donc déjà de base sur l'affiche, il n'y a pas ce petit truc en plus, tu vois. Alors, vu qu'on a parlé des acteurs, de l'opposition et tout ça, je te propose qu'on parle de la scène du film, la fameuse rencontre. Il faut savoir, pour la petite histoire, que le lieu où a été filmée cette scène, c'est donc un restaurant qui existe vraiment, et la table existe vraiment. Hein. Et en fait, ils prennent pas de réservation, et donc il faut aller là-bas, et demander à aller sur la table. The table. Et peut-être qu'avec un peu de chance, bah, tu pourras bouffer sur la table où Robert De Niro et Pacino ont eu cette discussion. Alors, parle-nous de cette scène, lâche-toi, défoule-toi. Alors, Yvan Attal, qui est un fan de Niro et Pacino, il était à pas grand-chose de jouer la scène où il lui sert du café. Mais en fait, son agent n'a pas voulu lier en lien avec son planning, quoi.
Donc, mais il était vraiment à pas grand-chose de jouer le mec qui leur servait le café au bar, enfin, au resto. Là, c'est pas mal Et ça. après, c'est une scène qui est frustrante parce que le film dure 2h50 et il faut qu'on attende 45 minutes de film pour enfin les voir ensemble au resto et avoir cette... Mhm. Et là, on assiste pour moi au plus grand duel du cinéma. Ouais. Ouais, mais parle-nous de la discussion. Après, on revient sur la mise en scène et tout ça, parce qu'il y a des choses à dire là-dessus, mais vas-y. Et en gros, c'est Pacino et De Niro qui se rencontrent la première fois. Enfin, ils se rencontrent quoi. Et ils se posent des questions, ils se jaugent pour savoir voilà, quel niveau, sur qui ils vont tomber quoi. Mhm. Donc ils se rendent compte que c'est les deux mêmes, mais dans leur camp, dans leur camp respectif, c'est exactement les deux mêmes. Chefs d'équipe, ils pensent qu'à leur taf et qu'ils ne veulent rien faire d'autre. Comme la phrase où De Niro lui dit que tu me vois attaquer une vieille dame et avec nos futurs tatoués sur la poitrine. Et Pacino lui dit non, sûrement pas. Bon bah alors. Ouais, tout à fait. En fait, c'est la scène qui cristallise finalement officiellement leur rencontre, mais aussi leur opposition, tu vois. Et c'est un truc marrant parce que si tu regardes au début, comme c'est Al Pacino qui va proposer à De Niro d'aller boire un verre, tu vois que De Niro au début il est un peu comme ça, un peu tendu. Et peu à peu il se relâche. Et si tu remarques à la fin il sourit même. Et il y a un petit moment où il Ouais, sourit, tu vois. On sent qu'il y a justement cette connexion. Et si tu après, regardes De Niro pendant tout le film, il sourit très rarement. Il sourit très 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 rarement. Donc ça veut dire que ah bah là il y a vraiment un truc qui passe. Et c'est assez bien fait pour qu'on le ressente. C'est ça qui est fort dans cette petite scène. il y a aussi leur jeu d'acteur est assez proche parce qu'ils ont la tête penchée, le regard fuyant, ils n'osent pas trop se regarder en face. Mhm. C'est, ils ont des jeux assez similaires dans ce film. Ah Pour bah montrer plus, justement qu'ils sont proches au niveau de presque tout. Quoi. je t'ai dit. Voilà, métier. Alors maintenant, on va attaquer la mise en scène de cette scène-là, parce qu'en fait, elle est intéressante, parce qu'en fait, tout est filmé en champ contre champ. Ce qui a beaucoup déçu les gens à l'époque, parce qu'en fait, les personnages, on ne les voit pas sur le même plan. Et je peux comprendre en effet que ce soit une déception à l'époque. Puis on a eu deux films, je crois, dans lesquels ils ont joué ensemble, et puis on les voit tout le temps sur le même plan. Évidemment, il y a eu The Irishman de Scorsese, et puis il y a eu l'autre, comment il s'appelait, La Loi et l'Ordre, ou un truc comme ça, qui était un tout petit film, un DTV, qui a été plutôt pas très apprécié en règle générale. On n'est pas là pour parler de ce film-là, mais le fait de filmer en champ contre champ a permis une chose, en tout cas à la scène, et ça peut paraître con, c'est qu'en fait, cette scène, et bah du coup, elle est superbement bien interprétée, parce qu'en fait, ils l'ont tournée plusieurs fois, et ils ont gardé juste la réplique, comment dire ça, la mieux sortie qu'il pouvait. C'est-à-dire, il y en a un, il a sorti sa réplique, l'autre, on est allé chercher dans la prise numéro 25, cette réplique-là parce qu'il la disait mieux, puis l'autre, on est allé chercher la prise numéro 27 parce que c'est là où il la disait mieux, et ce qui fait que cette scène, bah justement, elle arrive à avoir cette magie et cette force-là. Alors certes, cette opposition filmée en champ contre champ est décevante, mais elle a aussi toute une signification dans le film, parce que bien qu'ils se rapprochent, ils restent quand même opposés. Michael Mann parlait en fait des différentes faces d'une pièce de monnaie, c'est-à-dire ils sont complémentaires, mais ils sont quand même opposés, tu vois. Et c'est aussi raconté au travers de la mise en scène. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu veux que je développe ça? Je suis d'accord avec toi. Tu me dis que je suis génial, c'est parfait. Putain, je me suis Et pour la petite anecdote, c'est Pacino et De Niro, ils sont allés voir donc individuellement Michael Mann. Ils lui ont demandé de ne pas se rencontrer jusqu'à cette scène, jusqu'à cette fameuse scène. Donc pendant quelques semaines, ils ne se sont pas vus du tout. Et là arrive cette scène et voilà. Intéressant. Intéressant. Je sais aussi que les deux sont allés voir Michael Mann pour demander qu'il puisse improviser de temps en temps. D'ailleurs, Al Pacino, quand il part dans ses délires très Al Pacinesques, tu reconnais que c'est du Al Pacino, hein. T'as le droit de baiser ma femme, mais t'as pas le droit de regarder ma putain de télé, ça c'est... Voilà quoi. Ça c'est très Al Pacino. D'ailleurs, il y avait une scène où Vincent il prenait de la coke. Ouais. Pour justement justifier ses délires de grandeur, mais en fait, ils l'ont coupé au montage. T'as dit exactement ce que j'allais dire à ce moment-là, qu'à la base le personnage de Vincent Alain voilà. était censé être coquet, c'est pour ça qu'il part un peu dans des tripes un peu grossiers et tout ça, ce qui nous rajoute encore une fois un côté, bah oui, c'est un flic, mais pas parfait le flic, hein, il a des soucis dans sa vie. Il a des failles comme tout le monde. Tout à fait. Alors maintenant, je te propose qu'on évoque la scène, t'en as fait carrément une vidéo, la scène de la fusillade. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Cette fusillade, c'est, je pense,
une des meilleures qu'il y a dans le cinéma américain. Honnêtement, elle est oufissime cette scène. Tu peux la prendre comme tu veux, elle est extraordinaire cette scène, lâche-toi. Ah ouais, pour moi, c'est la meilleure du cinéma, il n'y a pas à chier. Ah, mais c'est pas... dur, Attends, est-ce que t'as vu Hardboiled? Lequel? Alors, à toute épreuve, Hardboiled. Non, ça me dit rien. Eh ben voilà, les gens qui parlent sans savoir. Bon, allez, vas-y. Ah, voilà. Non, après, pour revenir à la scène, elle dure plus de 6 minutes. Elle est intense et on a l'impression qu'elle s'arrête jamais, quoi. Quand Val Kilmer, il prend la MG, je sais plus quoi, enfin, le truc automatique à trépied, là, il arrose tout le monde, c'est impressionnant, quoi. Le son des balles et tout, le bruit des balles. Le bruit, le travail du son dans la scène, il est extraordinaire. Déjà, dans les autres scènes où ça tire, mais là où ça se lâche, oh, ça au cinéma, ça doit être tellement oufissime. Oh, mais oufissime. Voilà, c'est pour moi une des plus grandes scènes de fusillade du cinéma, clairement. Mais elle a plusieurs trucs, c'est que déjà, elle est très réaliste. Il faut savoir que Michael Mann, c'est un gars qui travaille beaucoup le réalisme, hein, mais à fond la caisse. Hein. C'est-à-dire, il laisse pas les petits détails, c'est un gars qui est très 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 centré là-dessus. Et tu regardes la scène, toi t'as parlé de sauvagerie, c'est exactement la sensation que j'ai eue la première fois. Mais en plus de ça, elle fait encore une fois très très pro. Tu vois que quand il y en a qui tirent, l'autre charge, tu vois qu'ils se couvrent, tu vois qu'ils avancent de manière tactique. Et ça c'est une des qualités de tout le film, c'est que y a ce côté très urbain, c'est-à-dire c'est une fusillade qui est en plein milieu de tout le monde et qui sent la ville, tu vois ce que je veux dire, il y a des gens, il y a des voitures, il y a tout, il y a les impacts de balles, etc. etc. Et on voit aussi que, encore une fois, la vie de flic comme la vie de gangster c'est dangereux parce qu'il y a des flics qui se font tuer et des gangsters qui se font tuer. Donc il y a aussi quelque chose qui est raconté à travers cette scène-là. Au-delà simplement de cet aspect, on se tire dessus et tout ça. Et pour revenir à l'aspect réaliste, c'est pas une scène d'action wouienne, justement, où les gens vont courir avec des impacts de balles partout. Non, non, c'est très tactique, on est planqué, on sort, on tire. Ce qui pourrait donner des scènes de gunfight assez molles du gland, ce qui arrive souvent aux États-Unis. Tu tires, je suis planqué, je sors, oh, il s'est planqué, tu tires, je suis planqué. Mais là, c'est fait avec une sauvagerie très, très premier degré, comme ça. Qui est absolument grandiose, et puis comme on a dit, le bruit, le son qui accompagne tout ça, les angles de caméra, hein, parce que le film en lui-même, en règle générale, est superbement bien réalisé, mais là, il y a beaucoup d'angles de caméra où on voit la personne qui tire, poum poum, puis on voit la profondeur de champ quand il tire sur le groupe de bagnoles en face et tout ça, qui rendent cette scène absolument démentielle. Faut dire les choses comme elles sont, elle est absolument démentielle. Est-ce que tu savais qu'elle était inspirée d'un autre film ? Non, mais je sais, j'attends le film dont tu vas me parler. C'est le film OCTB, qui est un film de Hong Kong réalisé par Kirk Kong. C'est le final du film qui a inspiré cette scène. Je tiens quand même à rassurer que, même si j'adore OCTB, c'est un putain de bon film, le gunfight final n'est pas tout à fait au niveau de celui-là. Faut dire les choses comme elles sont. T'es rassuré là? Petite anecdote, Oui. Petite anecdote, j'avais vu dans les bonus du Blu-ray de Hit, un flic dit Al Pacino, qu'il avait assisté à un braquage et donc il s'est fait tirer dessus, etc. Il avait tellement d'adrénaline en lui, il a senti l'impact de la balle 5 minutes après, quoi. Tellement il était à fond, tellement l'adrénaline était... Ouais, bon, ça, j'ai envie de te dire que c'est classique. Si tu te renseignes un petit peu sur tout ce qui est self-défense et tout ça, tu te rendras compte que c'est un des conseils qu'on donne aux gens. Bon, là, je fais un aparté, mais par exemple, si tu te fais agresser par quelqu'un au couteau, hein, bon, déjà, t'as 90% de chance d'y laisser ta peau, mais disons que par hasard, t'as réussi à survivre, il faut te checker, parce que sous le coup de l'adrénaline, t'as peut-être pas senti les impacts, enfin, que tu t'es fait poignarder. En fait, tu vas perdre ton sang sans même t'en rendre compte sur le coup. Donc ça, j'ai envie de te dire que pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu, c'est classique. Voilà, désolé. Ah, moi je connais pas, moi je suis un néophyte. T'es trop gentil, toi, tu tapes personne dans la rue. Tu t'agresses pas les vieilles dames pour te faire coffrer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Si jamais, il y a aussi une autre scène que je trouve pas mal, mais qui en fait est avant, et c'est le premier duel qu'ont les personnages de Vincent Hanna et de Neil. Il s'appelle comment? Neil comment il s'appelle? Neil McCauley. Neil McCauley, voilà. Donc le premier duel qu'ils ont entre Vincent Hanna et Neil McCauley, c'est un duel à distance. Je sais pas si tu te souviens, c'est celui où le personnage de Robert De Niro, donc Neil McCauley, il entend le bruit d'un des gars du SWAT qui va intervenir, tu sais, dans le noir, tu vois, il y a une tension comme ça, et il fait les gars, on abandonne tout. Et là, il y a un premier duel déjà, un duel à distance, ouais. Un duel presque psychologique qui va justement se reproduire dans la scène du café qu'on a déjà évoquée. Il y a cette scène-là qui est déjà intéressante, surtout qu'après, il y a la deuxième scène qui suit, où c'est un peu la contre-attaque, on va dire. Et je trouve ça subtil dans l'opposition entre les personnages. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quand la scène où le mec du SWAT, il se baisse, il fait cogner l'arme contre le camion, je crois.
Et là, De Niro, il arrête tout, il regarde la caméra, puis il regarde en direction de la caméra, sans savoir qui est filmé. Et là, il se rend compte que voilà, ils sont peut-être potentiellement en train d'être surveillés, quoi. Ouais. C'est ultra intelligent d'avoir filmé comme ça. Et c'est aussi, donc, comme on l'a dit, le côté duel, puisque l'opposition entre le flic et le gangster qui est à nouveau présente, et une bonne tension qu'il y a dans cette scène, qui est, encore une fois, qui n'est pas une scène d'action. Tu vois ce que je veux dire? On sent monter la tension, mais il n'y a absolument aucune scène d'action dans le film, dans cette scène. Et puis après, t'as la Plus contre-attaque. T'as celle où le personnage donc de... J'ai envie de dire Neil Patrick à chaque fois. Neil McCauley, donc Robert De Niro, fait venir les flics à un endroit pour voir leur gueule et donc après pour être renseigné sur eux. Et à ce moment-là, tout le monde est à égalité parce que tout le monde sait qui est l'autre et donc on commence déjà à se connaître et à s'apprécier, toi. Apprécier le côté professionnel et tout ça. Il y a la contre-attaque derrière d'une certaine manière, mais encore une fois, son coup de feu sans explosion. Presque une partie d'échec. C'est ça. C'est la scène des cargaisons, des conteneurs, je crois, non? Ouais, moi j'ai appelé ça la scène de la surveillance, j'ai appelé ça, où il les fait venir, et ils sont là, mais il n'y a rien ici, pourquoi est-ce qu'il nous a fait venir? Et il fait, bah voilà, on sait pourquoi il nous a amenés ici. Ouais. C'est nous qui les observent. Tac, boum, Vous savez qu'est-ce qu'ils sont en train de voir? Quoi? Nous. Ces gars sont des professionnels, c'est sûr. Mais je le connais par cœur. Bon. Ouais, bah voilà, bah c'est Mais ça. oui, Bah c'est ça, c'est exactement ça. il y a deux scènes de confrontation à distance, et ensuite on enchaîne avec the scène où ils se rencontrent. Ouais, tout à fait. Puis après, on pourrait aussi parler du gunfight final, qui en lui-même, enfin du final du film, où finalement le personnage de Neil McCauley, j'arrive. Après 3 heures de film, je ne l'ai pas retenu, tu vois. Il arrive à laisser sa copine en 30 secondes, il la laisse tomber, pam! Mais tu sens que ça lui fait mal, hein. Tu sens que c'est pas facile, donc tu sens la souffrance, et finalement il se fait tracer par Pacino qui finit par le tuer. Pour la petite histoire, il paraît qu'à la base il devait échanger des dialogues pendant le gunfight, et je crois que c'est Robert De Niro qui a dit non, ce serait mieux si on parle pas en fait. Justement, à la fin, il y a la musique de Mobile aussi, je crois, qui débarque juste avant que le film se finisse. J'adore ce plan où on voit Al Pacino, donc il tire dessus, donc il est en train de mourir. Et là, De Niro, il tend la main comme ça, et Al Pacino, il lui prend sa main pour dire, tu vois, regarde, on est ennemis, on est l'un contre l'autre, mais on s'apprécie mutuellement. On s'apprécie mutuellement, mais à ce moment-là, il y en a un qui a tout perdu, c'est-à-dire la vie et tout ce qui va avec, puis l'autre, la seule chose qu'il n'a pas perdue, c'est la vie, hein. Parce que il va divorcer à nouveau, tu vois. Même si à la fin on essaye de nous faire un truc en mode finalement t'es un gars bien, mais bon, t'es un gars bien, mais on va pas finir ensemble, tu vois. C'est un peu ça l'histoire. D'ailleurs, j'adore, je profite en parenthèse, quand sa femme actuelle il lui fait allez vas-y, et puis tu vois que qui part, il a limite le sourire aux lèvres, il descend les escaliers tout content, genre oui, je peux aller faire mon boulot. Tu vois, il y a ce côté-là, tu vois. Et donc comment dire ça? À la fin, ils ont tous les deux tout perdu, sauf que le personnage de Vincent Hanna, lui, il a juste pas perdu la vie, tu me diras, c'est déjà très bien, hein, mais, je veux dire, voilà, il y a rien, il est vivant, mais c'est tout, c'est la seule différence, il va mourir un jour aussi, puis voilà. Mais ça, dès le début du film, déjà, on voit qu'il y a une tension entre lui et sa femme. Ah bah oui. Quand ta femme le dit, ouais, tu me parles pas, machin, que Pacino lui fait, ouais, salut chérie, si tu veux, on peut parler de ça. J'ai sorti un bébé du micro-ondes aujourd'hui, d'une folle qui avait mis son bébé dans un micro-ondes. Vas-y, en développant. Enfin, il y a déjà plusieurs scènes de tension. Et puis il bon, y a malgré le moment. Malgré ce qu'il ait sauvé sa fille qui tente de se suicider, Nathalie Portman au passage. Voilà, malgré qu'il sauve sa fille, ils finissent pas ensemble. Ouais. Et d'ailleurs, bon, là, il y a plusieurs choses intéressantes. Déjà, sa fille qui essaye de se suicider chez son beau-père, ce qui est déjà un signe que ça va pas du tout avec son père et avec sa mère. On peut aussi remarquer que le personnage de Vincent Hanna, bien que peut-être il a plus d'intérêt pour sa fille, c'est le coup classique des adolescents, mais elle n'est pas comprise par sa mère ou par son beau-père non plus. Tu vois ce que je veux dire? Elle va quand même jusqu'à faire le geste, tu vois. C'est pas n'importe quoi. Et malgré qu'elle apprécie... Malgré qu'elle apprécie son beau-père, elle a quand même un manque de la présence. Il n'est jamais la chercher, qui est espéré, quoi.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que malgré qu'elle apprécie son beau-père, comme tu dis, son beau-père n'a pas non plus totalement réussi à enrayer le problème, tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc lui aussi, il fait partie de cette difficulté à comprendre sa belle-fille. d'accord avec toi. Il y a une scène qui est intéressante aussi par rapport à la relation d'Al Pacino avec sa famille, c'est le moment où la prostituée est morte. Et qu'il y a la famille de la prostituée qui vient. Parce qu'Al Pacino, à ce moment-là, il est très... comment dire ça, sentimental, il les prend dans ses bras, oui, je sais, c'est un crime et tout ça, mais on voit qu'il le fait dans son travail, mais par contre, dans sa vie privée, bah, ça, il le faisait un petit peu moins. C'est vrai. Enfin, c'est les victimes presque avant sa famille. Mhm. Comme quand il parle de son rêve à De Niro si je dis, je vois des cadavres avec des trous gros comme des poings, mais elle parle pas, elle dit. Un petit mot sur la mise en scène du film, qu'est-ce que tu arrives à nous dire sur la mise en scène? J'en ai un tout petit peu parlé, mais vas-y, dis-nous deux, trois trucs. Et malgré une mise en scène qui est lente, qui nous prend le temps de développer les personnages, le rythme il est saccadé, mais il est terriblement efficace, quoi. De la lenteur, une scène d'action, de la lenteur pour les personnages. Enfin, pour moi, ce film, il laisse place aux acteurs. Ouais, oui, oui. Bah, c'est un drame avant tout, donc un drame, c'est avant tout on va dire de l'interprétation et on va dire du dialogue, des situations. Donc oui, oui, en effet. Mais moi, Et je tiens quand malgré la même à lenteur, préciser un ou deux trucs. On le voit, oui, le film, il a clairement une dominance bleutée. Ça se voit d'entrée de jeu, hein, on voit qu'il y a beaucoup de bleu. Et c'est intéressant de remarquer que, par exemple, quand il filme Vincent Rana, comme c'est censé être le personnage positif, hein, à la base, hein, je veux dire, c'est un acquis au début du film, et ben on voit que les couleurs sont un petit peu plus vives, tandis que si on regarde du côté de chez Robert De Niro, elles sont un petit peu plus ternes, un petit peu plus sombres, un petit peu plus grises, tu vois. Et je tiens juste aussi à préciser quelque chose dans ce que je viens de dire là, comme dans l'opposition entre les personnages, c'est que c'est toujours fait de manière subtile, c'est-à-dire il va pas nous montrer le personnage de Vincent Hanna où il y a que de la lumière et tout va bien, puis l'autre où tout est sombre tout le temps. Et pareil dans l'opposition des personnages, c'est jamais un film qui tombe dans une espèce de facilité, un truc très premier degré, boum, voilà. Le flic il est dans la merde et puis l'autre il est content, ce qui fait que non, c'est toujours par petites couches. Par exemple, le film il fait attention à pas faire, il le fait une ou deux fois, mais très peu, à faire par exemple, je sais pas, une scène pour Robert De Niro où on nous montre sa relation amoureuse, une scène pour Al Pacino où on nous montre sa relation amoureuse, une scène de Robert De Niro où on nous montre sa relation avec ses collègues, une scène de Pacino, tu vois. Et il y a ça, mais c'est pas fait de manière facile, on va dire, de manière trop visuelle, c'est un peu plus subtil, c'est amené de manière un petit peu plus naturelle. Pour ce qui est de la mise en scène, toujours, c'est évidemment intéressant de constater que le film est vachement bien réalisé. Si vous faites attention au coup de caméra, c'est un truc assez fou. Comme il fait attention, il y a pas mal de travelling qui suivent parfois les personnages, tout bête pour les suivre dans leur déplacement, mais aussi les regards. Il joue beaucoup sur le flou dans le fond, hein, c'est-à-dire quand les personnages sont en train de discuter, ce qu'il y a dans le fond, on s'en fout, sauf en extérieur où justement pour ce côté urbain, on voit beaucoup plus la ville. Donc il y a vraiment une mise en scène qui est intéressante, j'ai trouvé dans le film. Est-ce que tu savais que Michael Mann s'est inspiré d'un tableau? comme ça me... Ah, ça te dit rien, hein. En fait, tu vois la scène où Robert De Niro, il est appuyé face à la mer et que son pistolet est posé sur la table? Ouais, avec la lumière bleutée un peu. Exactement. Et ben ça, en fait, c'est pris d'un tableau d'un certain Alex Colville, où t'as pratiquement le même plan, sauf qu'il fait pas nuit, t'as pas le côté bleuté, justement. Et en fait, le gars, il est torse-poil. Le gars, il est de dos, comme ça, torse-poil, il est pas habillé classe, et il a le flingue qui est posé sur la table. Voilà, pour la petite histoire. Et ce regard de Robert De Niro, malgré tout, malgré qu'il dit aimer son travail et tout ça, je profite, hein, on revient un peu sur les sujets, c'est quand même un regard qui dit qu'il est en train d'espérer vers quelque chose de meilleur. À un moment donné, il parle de partir, je crois que c'est en Nouvelle-Zélande ou un truc comme ça, non? Il propose à sa copine. Australie, ouais. Australie, ouais. Donc il y a quand même cette idée finalement de prendre une sorte de retraite au bout d'un moment, tu vois, malgré qu'ils veulent rester, tu vois. Et il était pas grand chose de partir et de tout laisser tomber, mais Wenuro était en vie, donc forcément il fallait qu'il finisse le taf. Voilà, parce que ça c'est un truc aussi pour que le personnage de Robert De Niro soit apprécié, c'est que certes les flics ils suivent la loi, mais lui, comme on l'a dit, c'est un gangster classe et tout, donc il a un code d'honneur, et il doit suivre ce code d'honneur. Et surtout quand il y a la première problématique qui arrive avec le bon au transport, ça. Ouais. Voilà.
Quand Wayne Gros il achève le flic parce qu'il est devenu sourd et que lui il lui dit de se mettre à terre, sauf que lui il n'entend plus. De Niro il est pas d'accord avec ça et il lui tabasse la gueule, quoi, clairement, dans les scènes du reste. Il essaye de le tuer, même. Ah oui. Il était à deux doigts d'y arriver, mais il voiture de passe. C'est un peu l'ironie, d'ailleurs, du film, d'une certaine manière. C'est une voiture de flic qui empêche un meurtre, ce qui est bien, mais en l'empêchant ce meurtre, il tue plein de trucs. Il y a Tout un drame qui sort de ça. cascade de conséquences qui en découlent après. Bon, est-ce que t'as des choses à ajouter? Vas-y, lâche-toi. Non. Des Spécialement. anecdotes, Tim. quelque chose? Et mention spéciale quand même à Tom Sizemore qui joue vraiment bien dans le film et Val Kilmer. Malgré le fait que Val Kilmer ait la réputation d'être un gros con sur le tournage. Et surtout un pas très bon acteur. Moi je l'aimais dans ce film-là, je l'aime bien. Après c'est vrai qu'il a fait plein de DTV à la con ces dernières années. Mhm. Ouais. Et Val Kilmer, Il y a au rien. passage, je profite, son personnage aussi finit mal. Il est blessé, il perd sa femme, voilà quoi. Et j'aime bien d'ailleurs en parlant de lui, j'aime bien quand il revient, quand il a les cheveux courts, il revient jusqu'à chez lui pour prendre sa femme. Et sa femme, de tout dernier moment, elle fait juste le geste sur la barrière, hop, il va pas, sans rien dire. Et il sait que s'il rentre, c'est fini, quoi. Tout à J'ai bien fait. aimé. Ouais, il s'engueule tout le film, machin, ils n'arrêtent pas de se faire des engueulades, machin, des tromperies, tout ça. Et au dernier moment, sa femme, elle presque lui sauve la vie et elle l'empêche de rentrer. Ah, pas presque, elle lui sauve la vie, elle lui sauve la vie. Oui, voilà, c'est ça. Bon, quelque chose à ajouter sur le film? Pas vraiment. C'est un film culte des années 90. Bon. Un film qui influencera beaucoup le cinéma américain, surtout le cinéma d'action, ce qui est un peu contradictoire, parce que comme je l'ai dit, c'est pas vraiment un film d'action. Selon moi, pas du tout, mais je veux dire, je peux comprendre qu'on y voit en effet des choses de films d'action dedans, tu vois, qui influencera beaucoup le cinéma d'action, j'ai envie de te dire, jusqu'au Dark Knight de Christopher Nolan, quoi. Avec Joker et... Bah, qu'est-ce que le Dark Knight de Christopher Nolan, si ce n'est une opposition entre le bien et le mal dans un film d'action urbain? Que là, voilà, la limite entre le bien et le mal est beaucoup plus grande, quoi. On sait qui est le gentil, qui est le méchant, quoi. C'est plus complexe que ça, mais ça tombe bien, j'en ai fait une vidéo, vous pouvez aller la voir pour plus de détails. Et du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ouais. Alors voilà, merci à tous d'avoir regardé, n'oubliez pas le like, hein, le partage, le commentaire sympa, le méchant vous êtes pas obligé, hein. Parce que même si la barrière entre le bien et le mal elle est pas très claire ici, des fois c'est moi qui choisis ce qui est bien et mal, donc n'oubliez pas ça. Allez faire un petit tour sur la chaîne de Cinéma Rolda, sur la chaîne de Cinéma Rolda, vous aurez le lien évidemment dans un commentaire, et puis lui-même il va commenter, comme ça vous verrez que c'est lui et vous ne pourrez que cliquer dessus. Un petit mot pour la fin? Moi. Mais abonnez-vous à la chaîne de Beau Parleur du cinéma. Voilà. Un des meilleurs critiques ciné YouTube. Le meilleur. Le meilleur, voilà. Arrêtons de tourner autour du pot, gars. Pour la concurrence des autres, voilà. Et merci encore pour la proposition. Le plus humble. Ouais, je t'en prie. Merci à toi d'être venu pour parler de ce film. Ciao tout le monde. Ciao.